Nous sommes responsables de nos propres malheurs. Nous sommes faibles. Nous manquons de fermeté, de rigueur. Regardez notre économie. C'est la misère, le chaos partout. Regardez nos relations internationales, surtout avec les pays de l'étranger proche. C'est l'éclatement généralisé. Cet éclatement, Poutine le qualifie de plus grande catastrophe géopolitique du XXe siècle. Pendant 70 ans, l'URSS fut une superpuissance mondiale dont l'influence s'étendait jusqu'aux portes de l'Europe. Du jour au lendemain, elle perd un quart de son territoire et la moitié de ses habitants. 1991, Boris Yeltsin annonce la fin de l'Union soviétique. La plupart des anciennes républiques soviétiques sont regroupées au sein de la CEI, la communauté des États indépendants. Vaine tentative pour maintenir les liens fixés pendant des décennies. L'Empire n'existe plus. À cette époque, Vladimir Poutine, agent du KGB, revient d'Allemagne de l'Est pour prendre ses fonctions à Saint-Pétersbourg. Pour lui, comme pour les élites dirigeantes, le réveil est brutal. En réalité, Moscou n'a aucun moyen d'arrêter cet éclatement. La nouvelle Russie a d'autres préoccupations. Son économie est aux abois. Les chaînes de télévision internationales montrent en boucle d'humiliantes images de pauvreté et de pénurie. Pour survivre, la Russie doit demander de l'aide au FMI. Sur le plan international, l'influence russe est également considérablement réduite. Lorsque l'OTAN décide en 1999 de bombarder Belgrade, la vie de Moscou ne compte pas. Le 31 décembre 1999, le président Yeltsin, devenu symbole d'une période de chaos et d'humiliation, tire sa révérence. Я хочу попросить у вас прощения за то, что многие наши с вами мечты не сбылись. Mais Yeltsin a prévu son successeur, Vladimir Poutine, son premier ministre. Le nouveau président n'a pas le choix. Il doit redresser la situation. La Russie est au bord du gouffre. C'était absolument nécessaire à l'époque. Quand Vladimir Poutine est arrivé au pouvoir, l'État russe était insolvable. Les citoyens russes avaient perdu toutes leurs économies. La crise financière était catastrophique. La guerre en Tchétchénie, dans le Caucase, était une menace pour l'intégrité du pays. Toutes ces choses nous donnaient l'impression qu'on était au bord d'une catastrophe. Poutine commence par rétablir l'ordre à l'intérieur du pays. Il instaure un État fort, nationalise le secteur des matières premières, combat les indépendantistes tchétchènes et fait rentrer les impôts. Résultat, 2 ans plus tard, l'économie repart avec 10% de croissance grâce à la hausse des cours du pétrole. Vladimir Poutine annonce aussi un tournant sur la scène internationale. Contrairement à son prédécesseur Yeltsin, il ne sera pas l'ami de l'Occident. Et il le dit haut et fort dans des discours musclés. Il suffisait que la Russie faiblisse, qu'on montre le moindre signe de notre faiblesse, pour que nos ennemis s'engouffrent dans la brèche et essaient de nous mettre à genoux. Ils n'ont jamais réussi. Et ils ne réussiront jamais parce que le peuple russe va les en empêcher. C'est à ces frontières que Poutine juge la situation préoccupante. Attirés par les promesses de l'Occident, les anciennes républiques soviétiques commencent dangereusement à s'éloigner de Moscou. En 2003 et 2004, les révolutions de couleur en Géorgie et en Ukraine mettent en place des gouvernements démocratiques, soutenus par l'Europe et les États-Unis. Au Kremlin, c'est la panique. On va jusqu'à évoquer un 11 septembre russe et une conspiration de l'Occident contre la Russie. La majeure partie de l'élite politique russe n'a jamais considéré que ces pays étaient, cette indépendance était définitive de ces pays. On peut accepter que la Géorgie, l'Ukraine, d'autres pays soient formellement indépendants, membres de l'ONU. Ça, on est passé, je pense que c'est accepté. Mais ce qui est inacceptable, c'est leur émancipation définitive.
Ils ne nous considèrent pas comme des voisins normaux. Ils veulent nous dicter notre politique. Ils le font depuis toujours. Ils nous disent « Demandez-nous ce que vous devez faire, on vous le dira ». D'autant que ces révolutions coïncident avec l'avancée de l'OTAN, l'alliance militaire euro-américaine. Déjà en 1999, la Russie a vu la Hongrie, la République tchèque et la Pologne, anciens membres du pacte de Varsovie, grossir les rangs de l'OTAN. En 2004, c'est au tour de 7 autres pays, parmi eux les pays baltes, aux frontières de la Russie et anciennes républiques de l'URSS. Aux yeux des Russes, l'expansion de l'OTAN vers l'Est est le symbole de la victoire de l'Occident dans la guerre froide. Mais nous n'acceptons pas cette version des faits. Et en plus, elle ne correspond pas à la réalité. Personne n'a gagné la guerre froide. C'est grâce à l'Union soviétique et à la volonté de Gorbatchev qu'elle a pris fin. Ce n'est pas l'Occident qui a gagné la guerre froide. Ça, non. Au début des années 90, l'élite russe voulait rejoindre l'Europe, et même en acceptant ces conditions. C'était une opportunité unique. On voulait faire partie de l'OTAN et devenir un membre associé de l'Union européenne. Mais l'Occident n'a pas saisi cette chance. L'OTAN a commencé son élargissement et cette option a été perdue à jamais. Et depuis ce temps, la Russie a décidé de changer les règles du jeu. En 2007, la Russie se sent une fois encore agressée. L'administration américaine Bush veut installer un bouclier antimissile en Europe orientale aux portes de la Russie. Poutine estime alors que l'Occident et surtout les États-Unis ont assez piétiné les intérêts russes. Et il l'exprime haut et fort lors du Conseil de sécurité à Munich devant une assemblée internationale. Nous sommes témoins d'un mépris grandissant des principes fondamentaux du droit international. Pire encore, on peut dire que le système de droit d'un seul État, je parle ici bien sûr des États-Unis, a débordé de ses frontières internationales dans tous les domaines. Les États-Unis imposent leurs règles économiques, politiques, humanitaires au monde entier. À qui cela peut-il convenir ? Un an plus tard, Poutine décide d'agir. Il avance ses pions en Géorgie. En 2004, cette ancienne république soviétique a commencé à entreprendre des réformes démocratiques. Pire, son gouvernement a noué alliance avec l'Europe et l'Amérique et demande à entrer dans l'OTAN. En août 2008, sous prétexte de défendre 2 minorités pro-russes, les Abkhazes et les Ossètes, Poutine envahit la Géorgie dans un déploiement de forces spectaculaire. Il est vrai que la Russie a utilisé des tensions ethniques en Géorgie pour garder le pays dans sa zone d'influence. Mais en même temps, le gouvernement géorgien est coupable de pratiquer une forme de discrimination ethnique contre une partie de la population de son pays. Et puisque la Géorgie est coupable d'avoir laissé cette situation s'installer, la Russie s'en sert pour ses propres intérêts. Au bout de 5 jours, la Géorgie est à genoux. Seule une intervention diplomatique européenne évite que les troupes russes ne s'emparent de la capitale. La Géorgie n'est pas une cible anodine. Terre natale de Staline, choyée par l'URSS, elle se serait montrée coupable d'un grand péché aux yeux du Kremlin, en plus de vouloir adhérer à l'OTAN. Le gouvernement russe considère que le gouvernement géorgien actuel est une anomalie, d'après eux. Ce sont des paroles de M. Lavrov, ministre des Affaires étrangères russe, sur l'espace post-soviétique. Alors pourquoi c'est une anomalie ? Parce que finalement c'était l'objectif et la raison principale de la guerre de 2008,
Une démocratie libérale de type occidental est impossible sur le territoire de l'ex-empire soviétique, parce que c'est culturellement incompatible avec l'homo soviéticus ou post-soviéticus, est également culturellement, c'est une expansion occidentale.